Dans le cadre du débat public sur l'extension du port de Dunkerque, la commission particulière du débat public a souhaité auditionner un certain nombre d'experts qui, dans leur domaine, sont des sachants nous permettant d'éclairer certains enjeux du débat. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Olivier Rigaud, donc, qui est le délégué régional Hauts-de-France maintenant, de la Fédération nationale des transports routiers, donc qui va notamment nous parler, après s'être présenté, de la desserte de l'Interland du port de Dunkerque et éventuellement d'autres ports par les transports routiers. Monsieur Rigaud, je vous donne la parole. Eh bien, merci, bonjour, merci pour cette invitation et la parole qui m'est donnée à cette occasion. Peut-être quelques mots de présentation. Donc, effectivement, vous l'avez dit, je représente la délégation régionale Hauts-de-France pour la Fédération nationale des transports routiers. Le transport routier est une grande famille qui comporte différents métiers, donc ce sera au pluriel pour les transports routiers. La FNTR, Fédération nationale des transports routiers, c'est une organisation patronale, dite représentative sur la convention collective du transport et du transport de marchandises et des activités auxiliaires. Juste quelques chiffres pour nous présenter. Ici en région, c'est 600 entreprises qui adhèrent auprès de notre fédération à l'échelle Hauts-de-France, sur un secteur d'activité qui représente 3500 établissements sur la région, qui regroupe 68 000 et quelques salariés, dont 47 000 sur le seul transport routier de marchandises et un peu plus de 8 000 salariés pour ce qui est de la logistique. Donc, sachant qu'on ne traite ici que de la logistique externe, donc la logistique couvrant en même temps toutes les activités internalisées, que ce soit en distribution ou en production industrielle. C'est un monde de PME, de TPE-PME. Globalement, à l'échelle nationale, c'est à peu près 75% des entreprises qui ont moins de 5 salariés. C'est une photographie qui correspond aussi à la région. De ce qui ressort de nos enquêtes sectorielles que nous menons avec la Banque de France, la photographie moyenne de l'entreprise ici en région, c'est 44 salariés pour 5,8 millions de chiffre d'affaires par entreprise et pour un parc exploité de 40 véhicules. Rapidement, l'activité économique se porte mieux depuis quelques mois par rapport aux années de crise que nous avons vécues. Donc on est sur une tendance haussière en termes de volume de transport et d'activité pour nos entreprises, qui traduit une augmentation de chiffre d'affaires de l'ordre de 1,5% sur l'année 2016 et qui semblerait vouloir se poursuivre pour les mois qui viennent. Alors pour ce qui est des actions de la FNTR, et ça amènera un certain nombre de sujets sur lesquels il se permettra de rebondir par rapport au projet d'extension du port, je dirais qu'il y a 3 chapitres qui constituent aujourd'hui à peu près nos angles d'action pour ce qui est de notre politique professionnelle. Un premier chapitre qui va toucher à la compétitivité, donc qui va se décliner en plusieurs sous-groupes. Un premier sur l'emploi. C'est un secteur significatif en termes d'emploi. Je l'ai dit, à l'échelle régionale, 68 000 salariés et quelques. Sur un véhicule exploité, c'est environ 1,1 salarié qui est rattaché à un véhicule en activité. Cet emploi est désormais une problématique d'emploi, puisque depuis quelques mois maintenant, depuis 1 an et demi environ, lié à l'accroissement d'activité, on a une tension en matière de recrutement qui est très très forte sur le secteur. Et nous sommes en recherche, bon an mal an, projeté sur les 3 années qui viennent, d'un bon millier de salariés en conduite et un millier, environ 1300 salariés à l'échelle de la branche qui sont à recruter et à former dans le cadre du développement de nos activités. Deuxième chapitre en termes de compétitivité, c'est la recherche pour nous d'une stabilité dans notre environnement fiscal et réglementaire. Nous sommes un secteur extrêmement réglementé à partir de la création même de l'entreprise, liée à son inscription à un registre professionnel qui est tenu par les services de l'État, liée à sa circulation sur la voie publique. Et donc nous attendons et nous demandons à avoir une stabilité, notamment en termes fiscal. Un des premiers éléments qui revient dans ce cadre-là, c'est évidemment l'écotaxe, qui a fait beaucoup parler d'elle jusqu'il y a encore quelques années, en 2014, quand elle a été finalement abandonnée par Ségolène Royal, alors ministre de l'Environnement, et qui revient régulièrement dans les débats à partir du moment où on parle d'infrastructures de transport, et notamment ces dernières semaines avec les assises de la mobilité organisées au niveau national et avec des déclinaisons régionales aussi.
Donc cette question de financement des infrastructures de transport, elle joue aussi à partir du moment où on envisage des grands chantiers tels que le canal Seine-Nord-Europe aujourd'hui sur le territoire ou d'autres chantiers en matière d'infrastructures de transport de manière générale. D'autres points de vigilance aussi sur le carburant. Nous sommes un gros consommateur évidemment de carburant et donc une stabilité fiscale à la fois sur le carburant diesel qui est aujourd'hui l'essentiel de nos approvisionnements, mais aussi sur les carburants alternatifs qui se présentent sur le marché, tels que le gaz naturel véhicule, et d'avoir aussi une stabilité et une visibilité en termes de fiscalité sur ce nouveau carburant alternatif. Autre volet en termes de compétitivité très important et qui nous touche particulièrement ici en région Hauts-de-France et surtout sur le nord de la région en situation de transfrontalière, c'est tout ce qui est l'Europe, tout ce qui va toucher à l'Europe des transports, avec 2 points particuliers, les hauts détachements de salariés à l'échelle européenne, qui a connu quelques évolutions ces derniers jours en matière de réglementation, enfin en tout cas en termes de perspective de modifier à la marge, mais surtout de renforcer le contrôle fait en matière de détachement de salariés en Europe, qui affecte particulièrement nos activités, et surtout ici en transfrontalier, et la situation aussi liée au cabotage, donc la capacité d'un transporteur étranger à pouvoir venir opérer sur le territoire national qui n'est pas le sien d'origine. Donc schématiquement, un transporteur, qu'il soit belge ou polonais ou espagnol, qui viendrait faire un Dunkerque-Lille par exemple, ou un Dunkerque-Lille-Paris, ces opérations-là étant soumises à réglementation. Donc même chose, ce sont des sujets sur lesquels nous sommes particulièrement sensibles. Deuxième chapitre, il a aussi trait à ce projet d'extension du port de Dunkerque en matière d'impact environnemental de nos activités. Là pareil, 3 sous-groupes. La poursuite des efforts faits par la profession en termes de développement durable, donc à la fois en rappelant les performances du diesel et du carburant diesel et des motorisations diesel qui existent aujourd'hui sur le marché, le développement d'un mix énergétique en incluant dans nos fournitures du gaz en termes de motorisation, mais aussi de l'électromobilité sur une partie de nos activités. C'est un secteur d'activité, le transport routier, qui est inscrit dans la multimodalité pour la part qu'il représente. Donc le transport routier est un des premiers clients du fret ferroviaire et du fret fluvial. Donc il est important qu'il s'inscrive dans cette multimodalité qui doit être posée dès les premières pierres d'un projet tel que l'extension du port de Dunkerque ou tout projet d'infrastructure significatif qui ramènera une activité économique génératrice de déplacement de marchandises en tant que telle. En termes d'environnement aussi, il y a la question de la sécurité routière qui est tout à fait essentielle pour nous en termes d'image et en termes d'efforts faits et à poursuivre par les entreprises pour la profession. Dernier chapitre sur nos actions aujourd'hui un petit peu plus récent qui touche à on va dire, la numérisation qui touche à la fois à la question des outils que nous utilisons, donc numériser des outils qui existent encore uniquement en version papier, je pense notamment aux lettres de voiture et au développement des lettres de voiture électroniques qui devraient rapidement apparaître désormais sur le marché, qui permettront de faciliter un certain nombre d'opérations, les opérations notamment douanières par exemple, qui va se mettre en conformité avec un certain nombre de numérisations qui existent déjà dans les procédures douanières et qui seront importantes, notamment avec une perspective telle que la sortie du Royaume-Uni dans quelques mois, qui nous amènera à gérer différemment, enfin gérer une frontière physique et des contrôles douaniers dont nous avions un petit peu oublié, perdu cette habitude en tout cas dans les entreprises de pur transport de marchandises. Dernier point sur ce chapitre-là, la question du développement des plateformes numériques et plus globalement de l'impact de nouvelles logistiques en matière de distribution notamment, qui amène à la multiplication du nombre de véhicules sur de la distribution de courte distance, avec des impacts en termes de congestion de l'infrastructure routière et en termes aussi de répartition différentes sur différents acteurs, voire de nouveaux acteurs en matière de transport de marchandises tels qu'ils étaient réalisés jusqu'à présent. Donc voilà, brosser un peu rapidement, on pourrait faire tout un séminaire sur le sujet, sur ces sujets-là. Donc pour ce qui est du projet en tant que tel d'extension du port de Dunkerque, nos activités, que ce soit en matière de transport routier de marchandises ou en matière de logistique, elles dépendent de toute façon d'une activité économique globale. On dit souvent qu'on a un indicateur avancé de l'économie, donc quand on ressent une crise qui s'annonce et souvent ressentie avec un petit peu d'avance par notre secteur, à l'image de ce qui peut se faire d'ailleurs dans le secteur
l'infrastructure de l'emballage, par exemple. À partir du moment où on vend moins d'emballage, ça veut dire qu'on a une production qui est en baisse. Et quand il y a moins de besoin de transport, c'est qu'une production est en baisse aussi. Nous sommes plutôt à l'inverse aujourd'hui, dans le cadre du développement économique que j'évoquais tout à l'heure, mais nous dépendons de cette activité économique de manière générale. Donc le développement d'une infrastructure telle que l'extension du port de Dunkerque est pour nous de toute façon la perspective d'un développement de nos activités. On peut projeter aujourd'hui différents scénarios en termes d'impact et de ce que représentera ce développement d'activité par rapport à l'existant du port aujourd'hui ou par rapport à des répartitions de trafic à évaluer entre les ports belges et hollandais et le port de Dunkerque sur le trafic conteneur. Mais ce sera de toute façon pour nos entreprises, en local principalement, nationale pour certaines et quelquefois européenne, et on verra que la répartition de trafic entre les ports belges notamment et un port français peut avoir des impacts en termes de capacité pour nos entreprises à venir capter ces marchés-là par rapport à une activité qui est transfrontalière mais qui est devenue internationale et donc qui ne répond plus au même contexte réglementaire. Donc ce développement d'activité sur le port de Dunkerque lié à son extension sera de toute façon un accroissement potentiel d'activité pour nos entreprises. Donc on ne peut ne voir cette perspective-là que de bonne manière et avec un œil favorable à quelques projets que ce soit, et celui-ci sera significatif et vient en complément d'autres projets, que ce soit sur la bande du littoral avec Calais 2015, comme un canal Seine-Nord-Europe aussi, dans une certaine mesure, favorisera un certain nombre de nos activités de transport routier de marchandises. On a trop souvent l'habitude d'opposer les modes de transport, donc le transport routier de marchandises a souvent été perçu comme un mode, plutôt comme la recherche d'alternatives à la route liée au développement du fluvial et du ferroviaire. Cette multimodalité, elle doit s'entendre de manière globale et chacun de ces acteurs, chacun de ces modes de transport doit trouver sa place en fonction de sa pertinence par rapport au circuit économique qu'il va servir. Donc l'extension du port de Dunkerque, c'est en deux temps. Il y a d'abord la phase chantier en tant que telle, qui est de toute façon aussi génératrice d'activité pour une partie de nos entreprises, liée à l'activité, on va dire, TP, travaux publics, qui sera nécessaire pour les aménagements qui sont prévus. Et puis il y a la phase d'exploitation. Effectivement, là, un certain nombre de scénarios ont été posés. L'infrastructure existante amènera du trafic qui sera croissant certainement en termes de développement et donc croissant pour nos activités en termes de récupération du transport routier de marchandises lié à cette arrivée de conteneurs sur le port. Donc c'est à la fois générateur d'activités au stade du chantier et en termes d'exploitation. Les projections nous amènent pratiquement par rapport à l'existant aujourd'hui sur Dunkerque en matière de transport conteneur à multiplier par 4 les besoins juste sur le transport routier. Donc c'est tout à fait significatif pour nos activités. C'est un projet qui d'ores et déjà est inscrit dans une dimension de multimodalité. Il a été projeté qu'une part significative, donc pratiquement la moitié, passe par un autre mode que la route en termes de transport de conteneurs au départ du port. Donc la question sous-jacente et à laquelle je vais venir rapidement sur les points de vigilance liés à l'infrastructure routière qui dessert en local le port de Dunkerque et plus globalement la région en termes d'interland, donc en termes de points logistiques qui vont être distribués à partir du port de Dunkerque. Donc c'est un point de vigilance, mais ce projet s'inscrivant dans la multimodalité, il faut d'abord exploiter les différents modes de transport, solutions notamment ferroviaires qui sont à disposition aujourd'hui sur le port, qui ne sont plus utilisés dans leur capacité pleine et donc qui permettent de ne pas présenter un projet qui soit exclusivement routier, ce qui à partir de là aurait de toute façon généré une difficulté en termes d'infrastructure routière sur la bande du littoral et plus globalement à l'échelle de la région. Région compliquée en termes de circulation, liée à l'infrastructure qui reçoit tous les trafics, que ce soit du trafic voyageur comme du trafic marchandises, du trafic local comme du trafic régional comme du trafic international. C'est la situation qu'on connaît sur la métropole lilloise, c'est la situation qu'on connaît aussi sur la bande du littoral. Donc il s'agit d'appréhender l'ensemble de ces trafics et sur une infrastructure qui reste contrainte et qui reste relativement figée depuis quelques années maintenant. On est plus dans une perspective de maintenance de l'infrastructure que de développement à proprement parler. Donc il faut
effectivement être vigilant par rapport à la répartition des trafics pour éviter un engorgement d'une infrastructure telle qu'elle est configurée aujourd'hui. Donc le point de vigilance par rapport à nos activités liées à l'extension du port, elle est effectivement sur cette capacité de l'infrastructure routière existante. Dans l'état de ce que l'on connaît en termes de projets de développement de l'infrastructure ou de mise à niveau de l'infrastructure liée au développement de l'activité économique, mais qui malheureusement sont un petit peu de l'arlésienne sur un certain nombre de points. Donc il y a beaucoup de projets qui sont sur la table, peu sont finalement réalisés, et principalement liés à une problématique de financement et un assèchement des finances publiques qui ne permet pas d'envisager un certain nombre de projets qui seraient pourtant nécessaires pour le développement économique de la région et de nos activités. Donc après, il y a quelques petits points particuliers, je pense, qui feront l'objet de plus d'attention. Sur l'infrastructure typique, ici localement sur la 16 et sur la 25, sur laquelle se rajoute la problématique existante aujourd'hui et dont on ne sait quel sera l'avenir, la problématique migratoire, qui vient poser une difficulté en termes de circulation ponctuellement, mais avec des conséquences significatives, et qu'il s'agit aussi d'aborder dans le cadre de ce développement, même si on se projette sur un horizon temporel qu'on peut voir un peu plus lointain. On espère que la situation migratoire sera réglée d'ici là, mais la situation d'aujourd'hui, de cette rentrée 2017, nous rappelle quand même ce qu'on a pu connaître il y a 1 an ou il y a 2 ans, et donc c'est un point de vigilance aussi significatif pour nous. Voilà, je dirais en quelques mots la position que nous pouvons avoir en l'état de ce débat sur l'extension du port. Merci Monsieur Rigaud, vous avez abordé à titre professionnel votre position. Nous voudrions aussi avoir votre avis comme un expert de ce qui se passe sur les routes, notamment donc dans le cadre de nos échanges. Est-ce que par exemple une offre nouvelle en matière de chargement, déchargement de conteneurs, inhérente au projet d'extension du port de Dunkerque, suffit à changer le comportement des transporteurs et notamment des transporteurs routiers? En quelque sorte, est-ce que les habitudes qu'ils ont prises d'aller dans les ports du nord, les ports de l'Europe du Nord, enfin je pense notamment vers éventuellement Rotterdam, est-ce que l'offre supplémentaire suffit donc à faire changer ces comportements? Il faut bien partir du principe que le transporteur routier est un prestataire de service. Donc il répond à la demande d'un client sur les besoins de déplacement de marchandises qui lui sont notifiés. Il y répond de très bonne manière, puisqu'il a l'avantage de faire du porte-à-porte, quelle que soit la distance à parcourir, d'avoir une grande réactivité, une grande capacité d'adaptation. Et ça tient aussi à la typologie des entreprises plutôt orientées TPE-PME, qui ont cette capacité d'adaptation plus forte que l'on peut le connaître sur des structures plus développées. Donc la réponse au service fait que si le client, je vais prendre un acteur de la grande distribution, lui-même fait venir sa marchandise par les différents prestataires auxquels il a recours via les ports du nord de l'Europe et les ports belges notamment, le transporteur routier va aller chercher la marchandise qui lui est demandée au port d'Anvers ou au port de Zeebrugge ou de Rotterdam, le cas échéant. Donc si demain ce même client va le solliciter pour aller chercher la même marchandise non plus sur le port d'Anvers, mais sur le port de Dunkerque, il adaptera son service à la demande de son client. Donc il n'y a pas à proprement parler de comportement à initier du côté des transporteurs. Les comportements à initier du côté des transporteurs, on est plus sur le deuxième volet de ma présentation, on est plus sur la question de réduire son impact environnemental, et environnemental au sens large du terme, c'est pas seulement du développement durable. Donc la capacité d'initiative, elle se situe plus sur la qualité de l'offre qu'il va fournir, plutôt que sur un changement de comportement et au fait qu'il va décider d'aller chercher de la marchandise à Dunkerque plutôt qu'à Anvers ou ailleurs. Ça, c'est la demande du client qui va conditionner son positionnement en termes de service vis-à-vis de cette demande. Je vais poser cette question un petit peu autrement, ça sera plus difficile pour vous d'y répondre, mais donc là, le port de Dunkerque traite à peu près, cette année, en gros 400 000 EVP. Il en traitait beaucoup moins moins dans les années antérieures. Il sera capable d'en traiter plus avec l'extension du clé de Flandre actuel. Est-ce qu'on sent du côté justement des
de ceux qui font appel au service des transporteurs routiers, un changement de comportement avec ce début d'offres supplémentaires perceptible donc côté du port, indépendamment du projet de CAP 2020 qui peut amplifier bien sûr ce phénomène. La demande client pourra évoluer et plus favorablement, alors une fois de plus, si on est sur un environnement réglementaire qui n'évolue pas. Et nous avons quelques perspectives, malheureusement, qui nous font craindre des évolutions qui ne seraient pas à l'avantage de nos activités. Je m'explique. Au départ de Dunkerque, pour la desserte de l'ensemble du territoire national, on est sur un transport qui est, on va dire, réservé, entre guillemets, aux transporteurs français, avec une exception pour les transporteurs étrangers dans le cadre du cabotage que j'évoquais tout à l'heure. La situation, quand on va chercher ce même conteneur à Anvers par rapport à Dunkerque, fait que je bascule sur un transport international qui est ouvert à l'ensemble des prestataires européens. Donc effectivement, quand un chargeur va diriger son activité sur le port de Dunkerque, certains grands distributeurs l'ont fait ces derniers mois et ont participé à l'accroissement du trafic conteneur sur Dunkerque, effectivement, pour le transporteur, pour le client plutôt, le transporteur en face sera plutôt un transporteur national français qu'un transporteur européen. Sachant que quand je dis européen, on peut très bien se retrouver avec des transporteurs issus du bloc de l'Europe de l'Est, enfin l'ancien bloc de l'Europe de l'Est, donc de Pologne, de Roumanie ou d'ailleurs, qui viennent opérer sur des trafics internationaux entre Anvers et la métropole lilloise par exemple. La situation évoluera favorablement pour nos activités si ce trafic se fait depuis Dunkerque par rapport à un port belge ou un port hollandais, très clairement. Donc là, il y aura un impact lié au fait d'avoir cette infrastructure supplémentaire et complémentaire à Dunkerque par rapport à l'offre aujourd'hui qui est principalement captée par les ports belges et hollandais. Vous avez évoqué l'écotaxe. La Belgique a mis en œuvre une espèce d'écotaxe aussi. Est-ce que ça a changé le comportement alors à la fois des entreprises qui sont vos clientes et puis des entreprises de transport routier en termes de facturation du surcoût de transport? Une des motivations à ce type de fiscalité, à l'usage d'une infrastructure routière, est effectivement de renchérir le coût d'utilisation de l'infrastructure routière pour mécaniquement essayer de rendre plus compétitives les autres offres de transport, qu'elles soient fluviales ou ferroviaires. C'était un des attendus qui avait été posé par le Grenelle de l'environnement à l'époque en France et qui avait justifié une partie du dossier de l'écotaxe ici en France. Les Belges sont allés jusqu'au bout de la démarche là où nous nous sommes arrêtés en 2014. Le coût d'utilisation de l'infrastructure a augmenté en Belgique puisqu'ils avaient un système d'eurovignette, donc c'est un système forfaitaire d'utilisation de l'ensemble de l'infrastructure à la journée. Ils sont passés à un système plus efficace, on va dire, sur le plan fiscal, de facturation, de l'utilisation de la voirie, du kilomètre finalement de chaussée. Donc il y a eu un surenchérissement du coût sur un transport entre la métropole lilloise et Anvers par exemple, on doit être à peu près à 13-14 euros de surcoût par sens lié à l'utilisation de l'infrastructure qui hier faisait l'objet d'une facturation de l'ordre de 6 euros pour l'utilisation à la journée pour un véhicule donné. Donc il y a ce surenchérissement. Est-ce qu'il est ensuite suffisant lié au barème fiscal appliqué pour inciter, parce qu'une fois de plus, ce n'est pas le transporteur qui choisit d'utiliser son camion ou d'utiliser un autre mode de transport. Le transporteur routier a d'abord et avant tout des véhicules routiers à mettre à disposition de son client. Il peut proposer des solutions avec des complémentarités de mode dans le cadre d'une organisation logistique, d'une commission de transport, comme on l'appelle dans notre jargon. Mais c'est bien le message pris est bien destiné au client. On dit à partir du moment où ça vous coûte plus cher d'utiliser la route, si ça vous coûte suffisamment trop cher, entre guillemets, par rapport aux autres modes, vous serez incité à utiliser d'autres modes de transport. Là, la question, c'est est-ce que l'autre mode de transport, qu'il soit ferroviaire ou fluvial, en transport terrestre, éventuellement en transport maritime, mais ça reste à cette échelle-là, ça reste résiduel, est-ce que ces autres modes de transport sont efficients en termes de réponse aux services attendus, de réactivité, de temps de transport et de coût. Et heureusement ou malheureusement, le transport routier de marchandises reste encore aujourd'hui un mode dont le coût est relativement attractif pour un client en termes de déplacement de marchandises et malheureusement quelle que soit la distance. Heureusement ou malheureusement, tout dépend de quel point de vue on se place, si on se prend d'un point de vue général ou d'un point de vue d'acteur économique que je représente aujourd'hui.
Vous avez parlé de multimodalité, donc en matière de transport combiné, que pensez-vous des autoroutes ferroviaires? Qu'est-ce que cela peut apporter en termes de régularité, rapidité de trafic? Est-ce que c'est adapté à des projets de type chargement ou déchargement de conteneurs, ou est-ce que c'est plutôt adapté à des trafics de type roulier où les camions se succèdent à la sortie du ferry? Les alternatives à la route, que ce soit sur le mode ferré comme sur le mode fluvial, de notre point de vue, présentent une efficience à partir du moment où on est dans un schéma de massification. C'est-à-dire qu'on va être en capacité de pouvoir mettre beaucoup de marchandises sur un même mode de transport. Il est évident que, quel que soit le point de vue économique, environnemental, faire circuler un mode ferré pour un wagon n'a strictement aucun intérêt quand il s'agit de remplacer un tracteur routier pour la même opération sur la même distance. Donc il y a un enjeu de massification, donc ça suppose effectivement d'avoir soit des synergies, soit la capacité liée à une infrastructure comme un port maritime ou un port fluvial, de pouvoir massifier de la marchandise à destination d'un même lieu ou d'un ensemble géographique déterminé, soit des massifications liées à la réunion, à la réunification d'un certain nombre de demandes que peut enregistrer un transporteur ou un logisticien dans le cadre de son activité. Je m'explique, si j'ai plusieurs clients qui me demandent des transports au départ d'un même bassin à destination d'un même bassin, si ça me permet de massifier suffisamment de marchandises sur une distance relativement importante, j'ai peut-être intérêt à ce moment-là à étudier la solution alternative, fluviale ou ferroviaire, par rapport à une solution routière. Une fois de plus, tout dépend. Voilà, le marché n'est pas organisé en dehors de la loi du marché. Donc un transporteur va gérer pour son client. C'est aussi du côté chargeur ou aussi du côté des gestionnaires d'infrastructures dans un certain nombre de cas, de permettre à avoir cette réunion de différentes demandes de transport qui finalement vont se trouver à destination du même bassin et qui pourraient être utilisées sur un mode alternatif, sachant qu'au-delà de la massification, il y a aussi la question de la distance qui joue aussi de notre point de vue. Donc sur des distances courtes, et aujourd'hui une marchandise est déplacée en moyenne sur 130 km, il y a l'essentiel des activités, enfin une grosse partie de nos activités se font sur moins de 100 km de rayon d'action. Donc on est aujourd'hui beaucoup plus sur des activités locales ou régionales que sur des activités de nationales, voire de grandes internationales, en tout cas pour ce qui est des activités de l'entreprise française. Donc là, la massification et l'utilisation d'un mode alternatif n'est pas forcément efficient dans tous les cas. Ça dépend une fois de plus de la demande qui est formulée par le client à destination du transporteur. Je n'ai peut-être pas très bien compris, mais je pose la question autrement. Est-ce que c'est important ou est-ce que c'est intéressant, plus exactement, pour un transporteur de Calais ou de Dunkerque qui va en Espagne de mettre un châssis de semi-remorque sur un train avec son conteneur plein pour l'expédier, pour gagner un petit peu de temps? Quel est l'intérêt? Parce que finalement, si ça se fait, s'il y a des autoroutes ferroviaires, il y en a peut-être assez peu, j'en sais rien, mais ça veut dire que ça a du sens quand même. Ça a du sens. À partir du moment où on réunit ces deux éléments de massification et de distance, ça peut avoir du sens pour le transporteur dans la mesure où l'essentiel de son coût, 50% de son coût de revient, c'est du coût salarial. Donc à partir du moment où la marchandise est déplacée sans qu'il y ait de coût salarial lié au déplacement de cette marchandise, sans qu'il y ait donc de conduite à proprement parler, c'est effectivement un coût productif pour le transporteur dans le cadre de l'ensemble du déplacement de la marchandise. Donc il peut y avoir un intérêt. Bon, une fois de plus, le marché s'est développé ces dernières années dans un cadre concurrentiel qui a beaucoup évolué. La longue distance nationale et l'international a été aujourd'hui beaucoup plus capté par des opérateurs européens que par des opérateurs nationaux français. Donc nos activités de transporteurs français se concentrent beaucoup plus sur de la moyenne distance ou de ce qu'on appelle le grand régional qui nous emmène au départ du Nord-Pas-de-Calais jusque le centre de la France, grosso modo,
certaines activités vont aller plus loin en termes de distance, notamment sur les activités frigorifiques par exemple. Mais ce recentrage d'activité n'est pas un choix de l'entreprise à proprement parler, c'est plus la réaction à un marché du transport qui s'est européanisé et avec la capacité pour un transporteur étranger de se positionner sur ces marchés-là avec des niveaux de coût de revient beaucoup plus faibles que le transporteur français. Donc le transporteur français, régional ici pour ce qui va nous concerner, peut lui avoir un intérêt effectivement à utiliser des transports en multimodalité dans la mesure où il peut y gagner lui en efficacité vis-à-vis de son client et en efficacité aussi économique liée au fait d'avoir un coût de revient direct salarial plus faible par le fait de ne pas avoir de salariés. Donc il y a, une fois de plus, on n'est pas dans l'opposition des modes. Chacun de ces modes trouve sa place en fonction du besoin du client, éventuellement de l'intérêt du transporteur. Mais voilà, si on le ramène à une demande de déplacement d'un conteneur d'un port belge ou de Dunkerque jusqu'à la métropole lilloise, la réponse du transporteur sera de mettre à disposition le véhicule routier qui est son outil de production, sans forcément aller chercher une alternative. Les autoroutes ferroviaires que vous évoquiez ou les infrastructures fluviales existantes ou à développer se comprennent sur des distances relativement importantes. On est entre 250 et 500 km pour qu'il y ait véritablement un intérêt économique à ce déplacement sur un mode fluvial ou ferré. Donc on est plutôt sur de la grande distance. Les autoroutes ferroviaires existantes entre Luxembourg et l'Espagne par exemple captent principalement du trafic de transit à l'échelle nationale qui est du trafic de marchandises à l'échelle européenne et qui pour une grande partie quand elle est faite par la route est principalement faite par des entreprises européennes. Juste pour vous chiffrer les choses, en 1990, il y avait un transport international au départ ou à destination de la France qui était réalisé par une entreprise française, un transport sur 2. Aujourd'hui, on est à peu près à 10% de ces activités. Donc il y a eu, voilà, c'est le marché qui a amené à ce que la question de l'offre évolue pour le transporteur, mais évolue sous contrainte plutôt qu'en termes d'améliorer la qualité de service qu'il est prêt à offrir à son client. Vous avez évoqué tout à l'heure le problème de saturation du réseau autoroutier, notamment aux abords de l'île et le long du littoral. Vous avez également dit que le transport routier était soumis à une réglementation dont vous souhaitiez la stabilité. Le port de Dunkerque a un argument donc sur l'aspect chargement-déchargement des conteneurs, qui est le fait que l'opérateur interviendra 24 heures sur 24, donc ce qui permettra une régularité dans le temps, en fait, un écoulement dans le temps. Est-ce que le transport routier est soumis à des règles particulières par exemple, moi, je pense en tant qu'usager de la route à ce qui peut se passer dans les week-ends estivaux ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des règles particulières qui s'imposent aux transporteurs routiers au niveau national, donc qui concernent l'ensemble de la France, pas seulement le secteur des Hauts-de-France? Alors là, en termes de circulation, il y a effectivement des restrictions à la circulation poids lourd. Pas en termes horaires sur la journée, où là effectivement la capacité de pouvoir déplacer le véhicule n'est pas affectée par une réglementation en particulier. C'est plus l'impact de réglementation sociale sur notamment le coût du travail de nuit qui peut être amené à ce qu'il soit plus intéressant finalement de faire travailler un transporteur de jour que de nuit, lié au coût social et donc au coût de revient global de la prestation et donc de son prix de vente sur le marché. Mais il n'y a pas de réglementation de circulation pour en parler qui empêche de circuler dans telle et telle condition en termes de créneaux horaires sur la journée. Les réglementations, de manière générale, tiennent effectivement à la circulation du week-end, où en France, il y a une interdiction de circuler globale du samedi 22h au dimanche 22h. Contrairement à d'autres pays, notamment la Belgique, où cette interdiction n'existe pas. Il y a un certain nombre de dérogations liées à certaines activités. Il y a ensuite un certain nombre de renforcement de cette restriction en termes de plage horaire, liées notamment effectivement au départ la confrontation de vagues d'usagers partis en vacances au mois de juillet avec des poids lourds et donc des interdictions sur l'intégralité du week-end ou sur des périodes un peu plus longues dans le cadre de jours fériés ou des choses comme ça. Donc ça signifie que même si c'est finalement de courte durée, je pense à ce que vous avez dit sur le week-end, il faut prévoir des espaces de stationnement pour les camions à ce moment-là,
qu'ils soient dans la circonscription portuaire ou déjà sur les routes, en fait. La question du stationnement des véhicules, c'est ici un enjeu tout à fait significatif pour deux raisons. Il y a aujourd'hui, je l'évoquais, la question migratoire, avec des décisions qui ont été prises en termes de stationnement des véhicules, voilà, à une échelle autour de la zone critique de Calais principalement, où aujourd'hui un poids lourd ne peut plus stationner, quelle que soit la durée de son stationnement, donc que ce soit pour un week-end ou pour quelques heures seulement, ou voire quelques minutes, sur les différents parkings de la 25, de la 16, autour voilà, sur une bonne centaine de kilomètres quasiment autour de Calais, dans le cadre de la lutte entre guillemets sur la question migratoire, pour éviter qu'il y ait des véhicules à disposition de ceux qui souhaiteraient les utiliser pour passer le Chanel. Donc c'est un sujet effectivement tout à fait essentiel pour nous. Essentiel pourquoi ? Parce que nous sommes soumis à une réglementation en termes de temps de conduite, de temps de repos, qui fait que mon organisation de déplacement, de conduite du véhicule est liée beaucoup à la réglementation. Et donc quand il y a un besoin de stationner parce que la réglementation prescrit d'y avoir une interruption de conduite ou une période de repos, il faut effectivement que je puisse trouver un parking à disposition. De plus en plus, ce sont des parkings à disposition qui soient le plus sécurisés possible, liés aux questions migratoires, mais pas seulement, liés aux questions de sécurité du fret notamment. Donc les besoins de stationnement sécurisé qui commencent à se développer un peu partout à l'échelle nationale et en particulier ici sur le territoire. Et puis il y a des questions liées dans les prochains mois à la situation à Calais et aussi à Dunkerque avec le Brexit, qui amènera donc des contrôles supplémentaires, des contrôles douaniers supplémentaires. À partir de là, des questions de durée de contrôle et donc de stationnement des véhicules pour des périodes courtes, voire des périodes plus longues. Donc il y a effectivement des enjeux liés à la capacité de chacune de ces infrastructures à supporter du stationnement pour permettre d'éviter d'avoir... à la fois de permettre aux transporteurs d'être dans le respect de la réglementation et d'éviter d'avoir des véhicules sur des stationnements sauvages comme ça a pu se voir de temps en temps, ou qui sont en difficulté liées à la capacité de stationner leurs véhicules dans des bonnes conditions de sécurité. Je prends l'exemple d'un porte-conteneur qui arrive samedi en milieu d'après-midi. Ça veut dire que donc les camions qui sortiraient, enfin pas les camions, les conteneurs qui seraient déchargés de ce porte-conteneur et donc chargés sur des camions, les camions devraient attendre là. Si le camion n'est pas en capacité de rejoindre, enfin le camion pourra circuler dans le cadre des interdictions générales jusqu'à 22 heures, donc il peut sortir de la zone. Oui, mais donc ça veut dire, bon, j'imagine, alors je retarde un peu l'heure d'arrivée de mon porte-conteneur, il arrive vers 21h30. Ça veut dire que pendant 24 heures, en fait, la voie routière, en dehors de la circonscription portuaire, sera interdite. Donc, il faut soit... Alors, est-ce que ce genre de situation est... comment ça se passe ? Est-ce que les sociétés de transport diront chargeons quand même nos camions, comme ça on pourra partir très vite ou est-ce que finalement ce jour-là sera un jour sans camion en fait, enfin sans manutention de conteneurs dans la circonscription portuaire pour charger des camions? Il sera d'aucun intérêt pour nos transporteurs de positionner son véhicule le samedi soir à 21h30, dans le sens où le véhicule aujourd'hui se positionne avec un salarié, et donc la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait de ce salarié pendant la période d'interdiction de circuler, qui correspondra à du repos, mais pour une partie de ce repos rentrera dans le cadre du temps de travail, en tout cas de l'amplitude du conducteur. Donc il n'y a pas d'intérêt pour un transporteur à positionner un matériel et le conducteur. Donc ça peut être un positionnement de matériel uniquement, de manière à ce qu'il n'y ait pas de... Voilà, le temps d'approche ne soit pas décalé au dimanche soir ou au lundi matin par exemple, mais la situation est la même aujourd'hui, quelle que soit la circulation, et y compris de la circulation au départ du port d'Anvers ou de Dunkerque, où les véhicules vont jusqu'à la frontière belge et stationnent jusqu'au dimanche 22h, ce qui provoque généralement un très gros bouchon à 22h, puisque il y a quelques dizaines à centaines de véhicules qui attendent 22h pour pouvoir passer, et donc crée à ce moment-là tout d'un coup une situation non pas de congestion, mais en tout cas de moindre fluidité du trafic. Mais le dimanche soir à 22h, ça pose un peu moins de difficultés que le lundi matin à 8h, évidemment. Donc oui, c'est une période, dans le cadre, l'essentiel pour lutter, un des points importants, effectivement, dans le cadre du projet du port, tient au lissage de l'activité, donc au lissage de l'impact sur l'infrastructure routière
par le fait de lisser l'ensemble des activités maritimes sur toute la journée et pas sur un créneau particulier sur la journée. Donc entre la circulation de nuit et la circulation de jour, ça permet d'avoir un impact sur l'infrastructure routière qui soit moindre que s'il était concentré à une période donnée sur la journée. Donc là, voilà, ce sera une question d'organisation, à charge pour le transporteur, soit de positionner son matériel, mais son matériel roulant, une fois de plus, il n'y a pas grand intérêt. Donc ça peut être un positionnement de châssis, de remorque, de manière à ce que le conteneur soit lui-même positionné sur la remorque et prêt à partir, comme ça se fait par exemple en grande distribution avec des remorques qui sont mises à débord, comme on dit, donc chez le client préchargées et qui sont immédiatement prises par le transporteur pour effectuer le transport. Donc ça, ce sera une question d'organisation, mais ce ne sera pas une difficulté en tant que telle. Donc. Oui, donc pas de difficulté de circulation, mais ce qui veut dire que la nuit du dimanche au lundi, la perception du bruit risque d'être beaucoup plus prégnante pour les riverains, puisque il y aura quand même un trafic un peu plus important à ce moment-là. Comment les transporteurs routiers appréhendent-ils les problèmes de nœuds au niveau des agglomérations quand il y a à la fois du déplacement pendulaire local et puis des difficultés? Est-ce qu'ils arrivent à prévoir éventuellement dans leur plan de chargement des conteneurs quelque chose, mais sachant qu'il n'y a pas une souplesse, ils peuvent très bien franchir la difficulté du littoral entre Dunkerque et Calais et puis se retrouver après dans les bouchons de l'île. Donc comment est-ce que ça se gère, ce genre de choses? La situation du transporteur routier dans un bouchon, dans un problème de circulation, c'est du temps de perdu et de la productivité perdue et des coûts non récupérés. Donc pour lui, l'essentiel est de trouver l'échappatoire. Donc l'échappatoire, elle se fait soit en trouvant une alternative d'une infrastructure qui est moins engorgée, moins encombrée. Ça, malheureusement, la situation est rarement disponible à l'échelle du territoire. N'oublions pas que le réseau autoroutier, concédé ou pas, en tout cas configuré autoroutier, est d'abord le terrain de jeu, si vous me permettez l'expression, du transporteur routier. Il ne s'agit pas d'emprunter des réseaux secondaires qui vont traverser des bourgs et des villages. Ce sera beaucoup moins efficace pour un transporteur, beaucoup moins efficace en termes de temps et donc moins efficace en termes de coût pour lui. Donc on est dépendant effectivement de cette situation-là. L'infrastructure, si on n'a pas d'alternative en termes de réseau à utiliser, ce sera une alternative en termes de période pendant laquelle on va circuler. Donc il y a des changements de comportement qui tiennent compte de l'évolution des situations de congestion ici ou ailleurs. Si on prend une situation malheureusement bien connue ici dans la région sur la métropole lilloise, il y a déjà eu des changements de comportement de la part de transporteurs. Alors, à partir du moment où il y a possibilité vis-à-vis du client d'assurer des déplacements de marchandises en dehors des périodes critiques. Mais effectivement, beaucoup de transporteurs, si on prend la 25 en direction de Lille, un certain nombre de transporteurs positionnés sur la portion la plus compliquée, donc à l'approche de Lille, finalement circulent assez peu pendant la période de pointe, donc entre on va dire 7h à 9h, grosso modo, dans la mesure où ils ont trouvé la capacité de pouvoir circuler à d'autres horaires, parce que leur organisation propre et l'organisation de leurs clients le leur permet. C'est l'intérêt de tout le monde et c'est de toute façon la solution qui est recherchée. Donc il ne s'agit pas pour le transporteur, effectivement, de se retrouver à 8h du matin en même temps que l'ensemble des circulations, voyageurs, marchandises, et finalement de rajouter sur une congestion et d'en souffrir lui-même. Donc il y a de toute façon pour lui la nécessité de trouver une alternative, soit une alternative d'infrastructure quand elle existe, soit une alternative en termes de plage horaire d'utilisation de l'infrastructure. Mais votre réponse m'amène à une question, en fait. Si le projet se réalise et que donc le volume quand même de trafic au départ du port augmente, deux choses. D'abord, j'ai compris que l'une des solutions, ça passait par un étalement sur toute la durée, jour et nuit. Donc, est-ce que, vous nous avez expliqué vous-même que le transport de nuit, c'était plus cher. Est-ce que ça va être du goût des chargeurs, cette affaire? Et puis, deuxièmement, la question qu'on vient d'évoquer des nœuds urbains, qui suppose aujourd'hui, pour la gérer, une flexibilité du côté des plages horaires, vous l'aurez plus. Donc, comment ça va se passer?
Alors, pour ce qui est du coût, le coût n'est pas forcément significatif pour amener un chargeur à prendre la solution d'une circulation diurne par rapport à une circulation nocturne. Entre le surcoût lié le surcoût lié au travail de nuit ou le surcoût lié aux conséquences en termes d'organisation salariale du transporteur sur son salarié quand il l'affecte à un service de nuit, ce surcoût-là, il sera de toute façon très certainement compensé par le temps perdu dans une congestion de circulation. Donc il n'y a pas forcément d'intérêt pour le client à préférer une circulation diurne à une circulation nocturne. Bon, une fois de plus, à partir du moment où le conteneur, puisqu'on parle de cette activité-là, est déchargé sur la plateforme portuaire, l'intérêt est qu'il puisse sortir le plus rapidement possible. Donc le lissage de l'ensemble de l'activité annoncée par le port sur toute la journée est de toute façon à l'avantage des uns et des autres, chargeurs et transporteurs. Ensuite, la question de grouper tous les trafics, il touche plus sur des activités qu'on appelle chez nous de distribution, donc qui est plus à destination d'un centre, d'un périmètre plus ou moins urbain, que sur des activités de transport conteneurisé qui, elles, peuvent se décaler en période de journée de manière beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace. Il est clair que quand vous êtes sur une activité de distribution urbaine pour du commerce ou de la distribution directement aux consommateurs, proposer une solution pour être livré à 2h du matin risque de pas forcément être à l'avantage du client ou pas sonner très favorablement chez le client, tout simplement parce que lui n'est pas disponible à cette heure-là. Sur du trafic industriel et sur du trafic conteneur, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là à partir du moment où les infrastructures travaillent, elles effectivement en 24/24 ou proche de 24/24. On a beaucoup parlé du canal Seine-Nord-Europe ces derniers temps, enfin, et de son plan de financement. Bon, d'après ce qu'on lit ou on entend, c'est en voie d'être réglé. Pour le grand port maritime de Dunkerque, bon, c'est semble-t-il un atout, mais son projet reste toujours intéressant, même s'il ne se faisait pas. Qu'est-ce que ça apporterait en termes de concurrence vis-à-vis du transport routier? Est-ce qu'il y a une évaluation des effets positifs ou s'il y a du transport combiné ou négatif en ce qui concerne le transport par la route? Il est difficile de parler d'impact et d'évaluation des impacts et d'évaluation de l'activité que ça va générer. Un peu comme pour l'extension du port, ça fait partie des chantiers sur lesquels on ne peut avoir qu'un œil favorable, lié à la fois à la question chantier comme à la question exploitation. Le canal en tant que tel, alors effectivement, c'est un feuilleton qui date un petit peu maintenant, qui est toujours d'actualité encore ces dernières semaines, sur la question de son financement. Donc il semblerait que le tour de table soit à peu près bouclé et qu'on puisse désormais envisager une mise en chantier un peu plus rapide et finalisée par rapport à quelques mois. L'impact que ça pourra avoir sur nos activités, elle est relative entre guillemets. On a beaucoup présenté le canal Seine-Europe comme faisant le jeu finalement des ports belges et hollandais, plus que du port de Dunkerque. Il n'y a pas de raison particulière sur ce sujet-là. C'est pas parce qu'il y aura un canal entre le bassin francilien, enfin la région parisienne et le nord de l'Europe, qu'il y aura automatiquement plus d'apport d'activité pour les ports belges par rapport au port de Dunkerque. Donc la solution fluviale, elle servira pour l'ensemble des ports de la zone, quels qu'ils soient, y compris Dunkerque, et ça constituera un des éléments d'alternative à la route, effectivement beaucoup plus fort, sa capacité de passer en grand gabarit jusqu'en région parisienne par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, qui va nous emmener sur la métropole lilloise ou sur le Valenciennois. Donc c'est un chantier, c'est un projet qui est porteur d'activité économique et qui est porteur d'activité de transport. C'est pas le même transport. Si je suis du point de vue du transporteur qui va prendre ce conteneur à Anvers, à Dunkerque ou ailleurs pour ensuite l'amener en région parisienne, effectivement, ce projet de canal peut être vécu comme étant une concurrence en tant que telle. Si par contre mon activité m'amène à œuvrer dans ce cadre régional, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui est quand même le cœur de nos activités aujourd'hui, ce canal sera ponctué de plateformes logistiques, puisque de toute façon,
quelle que soit l'infrastructure ferroviaire ou fluviale, il y a toujours un camion au départ ou à l'arrivée. Donc c'est tout simplement une activité qui va évoluer comme elle a évolué sous d'autres situations de contraintes ou sous d'autres freins ou d'autres atouts. Donc le canal en tant que tel, même chose, n'est pas une alternative pure à la route. Il sera en capacité de capter un certain nombre de trafics qui se répartiront ensuite différemment sur le territoire, liés à ces plateformes logistiques qui sont prévues pour certaines. La question de leur financement reste encore à poser pour un certain nombre, mais l'activité économique sera générée par le fait qu'il y ait ce déplacement de marchandises le long du canal pour ensuite irriguer l'ensemble des territoires qui seront à proximité plus ou moins proche finalement de cette infrastructure nouvelle. Donc c'est pas une situation de concurrence directe où le transporteur, évidemment, une fois de plus, si vous prenez l'exemple du transporteur qui est typiquement sur ce type de trafic, lui pourra se poser des questions et devra réfléchir à une autre offre commerciale vis-à-vis de sa clientèle. Mais une fois de plus, ça n'est pas une alternative pure, c'est un complément de capacité de déplacement de marchandises avec les critères qu'on évoquait tout à l'heure de massification et de distance. Moi, je voudrais revenir sur un des 3 enjeux que vous nous avez mentionnés en début de session, celui de la numérisation. Donc, vous avez parlé d'un certain nombre de choses et je voulais savoir si précisément par rapport à la question de la flexibilité, puisque vous avez bien souligné par rapport à la question du fluvial et du ferroviaire que c'était la problématique derrière ça, c'était une problématique de massification. Mais est-ce que la transformation numérique qui est en cours, c'est pas une façon de permettre la massification et en même temps la flexibilité? Est-ce que ça va pas changer la donne en termes de compétition entre les différents modes? Alors, cette numérisation, vous ne l'abordez pas en termes d'outils, mais plus en termes de comportement, si je peux dire, lié à des offres de plateformes numériques qu'on connaît bien en matière de voyageurs et qui s'appelle Uber pour ne pas la citer, et qui aujourd'hui se crée et se développe sur le transport de marchandises, quel que soit le type de marchandises. Donc ça peut être du colis, de celui que vous commandez sur un site internet pour être livré à votre domicile, comme ça peut être de la marchandise en poids lourd, de la marchandise lourde sur du complet poids lourd. Ça amène effectivement un certain nombre d'évolutions de comportement. Ça amène tout d'abord des questions, une fois de plus, de réglementation. Je l'ai dit en introduction, notre secteur est particulièrement réglementé et ces activités se font un peu en marge de la réglementation qui existe aujourd'hui. Donc il y a déjà un enjeu sur ce sujet-là. Ensuite, on constate quand même sur le développement de ce type d'offre de mise en relation d'une demande de transport avec une offre, on est plus sur une tendance à parcelliser les envois qu'à les massifier, très clairement. Quand vous avez, et là c'est tout à chacun en termes de consommateur, quand vous avez un acte d'achat avec une proposition d'être livré en 1 fois, en 3 fois pour 3 articles que vous avez commandés, vous aboutissez par votre décision de massifier ou pas votre propre commande, finalement, d'œuvrer sur la chaîne logistique qui va être mise en œuvre derrière. Donc le comportement, beaucoup dans l'immédiateté aujourd'hui, en tout cas qui tend vers une plus grande immédiateté, plutôt vers un plus proche du comportement d'un consommateur quand il va dans un magasin et repart avec son produit. Là, je commande sur Internet, j'ai mon produit quasiment dans l'instant qui suit. On aboutit à une parcellisation avec une diminution du volume et du poids moyen d'un colis qui a baissé drastiquement sur les 20 dernières années, par exemple. Oui, mais en même temps, un des enjeux de la massification, ou une des sources de massification, vous disiez, c'est soit l'infrastructure, soit le fait qu'il y ait un regroupement de chargeurs, etc. Et est-ce que justement, l'évolution technologique actuelle ne peut pas favoriser ces regroupements intelligents pour de la massification? Pas la tendance qu'on constate aujourd'hui dans le cadre effectivement de ces plateformes. Ces plateformes sont une offre de trouver un transport à proximité de la localisation de mon véhicule, finalement. Très schématiquement, ces plateformes m'offrent la possibilité, grâce à la géolocalisation qui est associée à ces outils-là, de pouvoir connaître le positionnement de tel et tel fret dans un rayon géographique beaucoup plus court et beaucoup plus immédiat que ce que je peux connaître aujourd'hui avec les outils disponibles. Donc finalement, c'est plus faire le jeu du transport routier tel qu'on le connaît aujourd'hui,
et moins vers la massification que vers l'utilisation ou l'optimisation d'un matériel de transport tel qu'il connaît aujourd'hui. C'est typiquement à destination, pas typiquement, mais en tout cas ça touche une partie de très petites entreprises, voire d'entreprises individuelles qui sont en recherche permanente de fret, soit de complet pour leur véhicule, soit de fret de complément dans l'exploitation de leur véhicule, et qui sont là en capacité de dire je sais que j'ai à quelques kilomètres la capacité de trouver une ou deux palettes qui viendront compléter mon chargement pour le déplacement qui était prévu pour un client qui est régulier dans mon activité. Donc on est plus sur l'optimisation des moyens de transport tels qu'ils existent aujourd'hui que véritablement sur un changement de comportement qui amènerait à ce que je récolte un maximum de demandes, de besoins de transport qui va me permettre de massifier ça sur un mode alternatif à la route, par exemple. Oui, mais je reviens sur cette optimisation et massification avec ce que vous aviez dit sur le canal Seine-Europe, donc concurrence d'une certaine façon longue distance, et puis plateforme donc qui faisait qu'il y avait un marché camion pour les courtes distances. Est-ce que finalement votre activité n'est pas en train d'évoluer avec une orientation sur massification donc, dont vous ne seriez où vous seriez moins présent en quelque sorte, et desserte du premier et du dernier kilomètre où là vous êtes présent en termes de souplesse? Est-ce que c'est pas finalement des chargements longue ou moyenne distance? Enfin, est-ce que la moyenne kilométrique de votre activité ne va pas se réduire et être limitée surtout au premier et dernier kilomètre? Par rapport aux évolutions de marché qu'on a pu connaître, plus je le répète au besoin, l'activité longue distance est aujourd'hui captée par des entreprises européennes plus que par les nôtres. Donc on est typiquement dans cette activité régionale qui fait que l'infrastructure, par exemple un canal, ne permet pas de desservir tout un territoire. Il va irriguer ce territoire comme une artère principale. Ensuite, tous les vaisseaux seront, eux, irrigués à travers le transport routier de marchandises. Ça ne va pas fondamentalement modifier l'activité de nos entreprises à la marge pour quelques-unes d'entre elles éventuellement, mais une fois de plus, tout dépend de la capacité à massifier, soit pour un acteur économique en besoin de transport, soit pour plusieurs acteurs économiques qui se retrouveraient, plusieurs chargeurs qui vont se regrouper pour pouvoir utiliser ce mode-là. Donc tout dépend de leurs besoins et de leurs besoins en termes de volume, tout dépend de leurs besoins en termes de réactivité aussi. Les solutions alternatives sont généralement moins réactives que le transport routier de marchandises, qui gardera de toute façon, il y aura toujours le canal Seine-Europe ne se traduira pas par plus aucun véhicule poids lourd sur la 1 entre Paris et Lille. Ce serait peut-être très très beau, mais ce ne sera pas le cas. Donc il y aura toujours une activité de courte distance, mais on n'est pas non plus sur le premier kilomètre au sens premier pour le coup, où on est vraiment sur de la distribution de très très courte distance. On est sur de la distribution, on est sur de l'activité régionale telle que celle sur laquelle nos entreprises se sont recentrées de fait liées à la concurrence internationale. Donc les grandes infrastructures de transport à une échelle nationale ou une échelle européenne affectent finalement plus l'activité de nos confrères et non moins concurrents de l'ensemble de l'Europe que nos activités d'entreprise nationales et chacun chez soi sur sa propre région. J'ai une dernière question. Le port donc a proposé une solution de base. Son projet, c'est une solution de base, l'option Atlantique, et puis une variante qu'il n'a pas souhaité retenir. En termes d'usagers de la route camion, est-ce qu'il y a une solution qui a votre préférence et sur quels critères telle ou telle solution pourrait avoir votre préférence? C'est la solution Atlantique qui paraissait la plus logique, y compris derrière en tout cas déjà dans son coût et dans son financement, et ensuite dans ce qu'elle va amener en termes de répartition de l'activité sur le réseau routier. L'une comme l'autre ont été prévues de manière à ce qu'il n'y ait pas une concentration de la circulation routière sur un seul axe. Donc notamment l'utilisation des deux échangeurs qui sont à proximité, contrairement à celui utilisé aujourd'hui. Donc on est sur un projet qui, en l'état de ce que l'on en connaît et de ce qui est présumé, permet d'avoir effectivement une prise en compte à la fois sur la répartition des trafics, on le redit, mais dans le projet, c'est la moitié, quelle que soit la phase, on tend vers la moitié du trafic conteneur qui soit amené à être véhiculé ensuite par la route,
et donc l'utilisation au maximum des autres capacités qui sont disponibles sur le port en fluvial ou en ferroviaire. Donc c'est pas du tout le même schéma que si on avait les 2000 EVP, 2000 conteneurs qui sortaient par la voie routière. Donc c'est vraiment une recherche de complémentarité et ensuite d'utilisation de l'infrastructure routière à proximité du port qui soit la plus efficace possible, en tout cas la moins contraignante possible par rapport à l'infrastructure existante et au trafic qui utilise aujourd'hui cette infrastructure et qui de toute façon est amené à se développer quel que soit le trafic en termes de trafic marchandises ou trafic voyageurs. On est plutôt sur une tendance qui continue à être haussière que vers une réduction des trafics de manière générale. Donc le projet, quel que soit, c'est plus une question a priori de coût finalement, d'impact sur d'autres plans environnementaux, mais sur d'autres plans, qui amènent à choisir la solution atlantique par rapport à la Baltique. Mais sur l'utilisation de l'infrastructure routière, elles nous paraissent l'une comme l'autre plutôt cohérentes pour éviter de créer un problème et justement d'assurer la bonne activité du port qui suppose de sortir l'intégralité des conteneurs qui vont arriver par la voie maritime. D'accord. C'était ma dernière question. Monsieur Rigaud, merci beaucoup de votre intervention.